ce 22 décembre 2017, nous allons voir avec aujourd'hui la reconstitution du scénario criminel avec quelques notions de médecine légale accompagnant l'étude de cas de cet après-midi. Selon vous, qu'est-ce que c'est que la reconstitution du scénario criminel? Définissez-moi un petit peu en quelques mots cela, s'il vous plaît. Déjà, c'est la collecte des informations, laisser surveiller et trouver, d'après la découverte d'un cadavre, et toute source d'information, donc les renseignements criminels, toute source d'information qui va permettre de reconstituer ces scénarios présents sur les lieux. Après, il y a plusieurs auteurs principaux qui interviennent de la découverte du corps. Les médecins légistes, déjà, et les policiers, et tous ceux qui vont, les enquêteurs, la scientifique. Alors, sans rentrer dans les détails de ce point de vue, que veut dire le mot reconstitution? Reconstitution d'un scénario en collectant toutes les informations. C'est la reproduction, changement. Changement. Reconstitution égale changement. Modification. Un changement. Reproduction d'un scénario. Voilà, Passé dans reconstitution. le temps. Ah, ce qui s'est passé dans le temps. Déjà, c'est très intéressant ça. Il y a une chronologie. Quand on dit reconstitution d'un scénario, c'est qu'il y a déjà des étapes qui s'enchaînent, qui sont plus ou moins reconstituées. Donc il y a l'idée de chronologie, il y a l'idée d'étapes par lesquelles donc, un scénario a lieu. Si on dit un scénario, il y a forcément un continuum spatio-temporel. Mais c'est mignon ça. Mais c'est mignon. Bienvenue. Ok, donc scénario, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a donc dans un scénario déjà toutes les composantes. Voilà. Toutes les composantes, ça peut être un scénario d'un film, comme ça peut être le scénario de ce qui s'est passé malheureusement dans la réalité. Mais un scénario, ça comprend donc l'ensemble des éléments d'un tableau complet, donc, que l'on doit reconstituer dans le temps, dans le lieu, et dans l'ensemble donc, des éléments constituant ce scénario. Voilà. Donc en fait, moi j'aime à utiliser très souvent, vous le savez, l'image du puzzle. Voilà, nous allons reconstituer un puzzle. Le crime, puisque c'est un scénario criminel ici, peut être vu comme un grand puzzle, imaginons de 1000 pièces, où chaque pièce doit s'emboîter les unes aux autres, dans leur couleur, dans leur forme, dans leur nuance, dans leur coin ou pas dans leur coin, enfin, dans toutes les subtilités finalement de ces pièces. Et j'aime à dire aussi qu'il y a des pièces qui parfois sont rapportées, qui n'ont rien à voir avec ce puzzle. Imaginons qu'on ait un puzzle d'un côté et un autre puzzle de l'autre, et on mélange les pièces. Et à vous de trouver ce qui va avec ou pas. Ça aussi, c'est le travail de reconstitution. C'est de trier les pièces qui ont à voir avec notre seul scénario à reconstituer et celles qui n'ont rien à voir. N'oublions pas également que dans un puzzle, vous devez même vous laisser aller à l'évidence et à la cohérence de l'assemblage de ces pièces. Ne pas forcer, autrement dit, l'assemblage de ces pièces. Il y a des pièces qui peuvent, surtout sur un tableau de 1000 pièces, avoir quelques similitudes dans la forme, dans les couleurs, etc. Et vous dites, bon, ça peut coller. Mais finalement, vous voyez bien que en la mettant là, c'est vrai que ça peut coller, mais c'est pas exactement ça. En fait, finalement, ça sera avec une autre pièce. Donc, même si ça ressemble, même si ça se rapproche, alors on doit penser que ce peut être exactement celle qui s'emboîte. Exactement, en tout point, celle qui véritablement correspondra à la cohérence. On se donne plusieurs scénarios qui vont être utilisés, et voilà. À partir de ça, la collecte des informations, la reproduction des scénarios puzzle. Tout à fait. Donc, c'est important de poser en tout cas ce contexte général, parce qu'on ne va pas parler d'autre chose. Très concrètement, une affaire a lieu, imaginons donc l'affaire
Alexia Laval, ou Maëlys, ou voilà, une affaire en tout cas criminelle que nous connaissons tous parce qu'elle est relayée par les médias d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est passé du début à la fin de ce scénario, dans le temps, dans la continuité, étape par étape. C'est-à-dire, la joggeuse, elle est partie où et quand? Voilà, ça démarre, imaginons le scénario démarre là. Elle est passée ensuite par où? On l'a vu comment? Elle était avec du Walkman ou un iPod, je ne sais pas, à voir. Elle était habillée aussi, donc, hein, elle était plutôt en petite foulée ou en grande foulée. Elle était plutôt donc à accélérer pour accélérer. Elle était fatiguée, pas fatiguée. Elle était avec l'envie de bien paraître malgré tout. Ou alors c'était vraiment juste un footing, histoire de se libérer, d'en se moquer pas mal de son apparence. Vous voyez, plein de questions comme ça qui vont se poser à chaque étape du scénario. Et on doit pouvoir reconstituer au maximum, en tout cas, ce scénario par tous les éléments qu'on pourra rassembler. Donc c'est une collecte aussi d'informations majeures où tous les détails sont importants. Et c'est précisément dans les détails que le criminel a laissé derrière lui ou n'aurait pas pensé à enlever, à éliminer, que souvent nous trouvons des traces et indices qui le confondront. Et j'insiste, en fait, un criminel, même s'il prémédite beaucoup, même s'il est souvent dans le contrôle très organisé, il y a toujours des imprévus par rapport à ce qu'il avait prévu. Il y a toujours des aléas psychologiques, parce que peut-être qu'il ne va pas être de manière totalement continue dans l'assurance de la maîtrise de ce qu'il va faire. La victime peut également résister. Il peut y avoir effectivement un imprévu de type témoin, voiture qui passe, un bruit, quelque chose en tout cas qui le déstabilise, le perturbe un petit peu dans ce qu'il avait prévu de faire. Et puis, bon voilà, il y a l'idée qui se faisait de cela, surtout si c'est une des premières fois. Et puis la réalisation concrète de ce qu'il imaginait, qui est souvent décalée. Hein, c'est jamais exactement ce qu'il voulait faire. Tous ces éléments, disons, d'aléas, d'imprévus, de perturbations du scénario sont autant d'éléments qu'on doit aller chercher pour bien cibler des composantes ou des traces, des indices, des preuves matérielles, en tout cas, en premier lieu, qui vont servir à l'identifier. Et en particulier, pardon, tout élément de désorganisation. Voilà. On recherche toujours en priorité ce qui, dans le scénario, n'a pas été contrôlé. Et tout ce qui est désorganisé, effectivement, laisse la part belle à une forme d'improvisation. Dans l'improvisation, peut-être qu'il va trouver des choses à dire ou à refaire qui ne sont pas vraiment idéales pour s'échapper aux griffes de l'État ou des autorités. Et puis on a bien sûr la possibilité aussi que lui-même ait envie de modifier la scène du crime. C'est-à-dire que ce soit une signature post-mortem ou que ce soit un maquillage de la scène du crime par exemple, ce sont des actes postérieurs au scénario criminel, une fois que la personne est morte en tout cas, qu'il commet après le crime, qu'il commet, alors c'était pas nécessaire mais il va quand même le faire, et donc ce sont des éléments supplémentaires qu'il fait de lui-même et qui rajoutent donc au scénario initial. Donc il nous donne forcément plus d'éléments en le faisant. J'ai toujours dit que le maquillage à la scène du crime, ayant pour objet, dans l'esprit du criminel, de brouiller les pistes et de nous confondre dans des chemins de traverse qui lui sont bons pour lui que nous prenons, eh bien ça nous aide en fait. Ça nous aide parce qu'il rajoute des comportements, il rajoute en fait des choses qui sont autant de possibilités de le confondre avec une bonne reconstitution du scénario criminel. Et enfin, n'oublions jamais, en introduction, les anomalies. On va y revenir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des pièces qui ne s'emboîtent pas, entre certaines étapes, en tout cas, du scénario, il faut toujours s'interroger. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'a pas, nous, trouvé les bonnes pièces? Est-ce que ces pièces-là, justement, n'ont rien à voir et c'est lui qui les a mis, justement, qui font pour brouiller les pistes? Est-ce que c'est une mauvaise analyse? C'est-à-dire que c'est peut-être, effectivement, un laboratoire qui s'est trompé ou en tout cas quelque chose qui n'a rien à voir, c'est une pièce rapportée. Donc les anomalies, c'est capital, parce que si en tout cas la reconstitution du scénario est bien posée, et que les anomalies sont là pour éclairer le comportement supplémentaire du criminel, alors nous pourrons y voir sans doute des erreurs ou des éléments d'identification potentiels.
Et donc on va y revenir de manière très méthodique, vous allez voir, par ce document majeur. Et on verra sa signature criminelle selon comme il a laissé les corps, de l'acharnement, et tout, etc. Tout à fait. Alors, première diapositive, les pièces essentielles du puzzle. Imaginez n'importe quel scénario de film. On va commencer par là parce que c'est finalement le plus simple. Quand vous regardez une série télévisée, quand vous regardez un film, vous avez toujours qui sont les acteurs. Ils ont un rôle particulier avec des personnalités, des choses qui leur appartiennent dans le scénario. Dans notre affaire, c'est évidemment la victime et l'agresseur, mais ça peut être des témoins, ça peut être des complices, des co-auteurs, ça peut être un environnement qui a vu, a su, mais qui n'a rien dit, qui n'a rien fait, hein, l'assistance à personne en danger, ou à l'inverse, qui est intervenu et était le fameux imprévu que le criminel n'avait pas prévu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme qui? Parfois, il y a des animaux. Chiens, chats, en tout cas des animaux domestiques, effectivement, auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent avoir vu, qui peuvent avoir touché le criminel ou le cadavre, qui peuvent aussi avoir été attaqués par l'agresseur, pour éviter justement que le chien défende son maître ou qu'il vienne l'empêcher de nuire. Donc il faut aussi penser à cela. Il ne faut jamais oublier aussi les voisins, parce que les voisins, en tout cas dans un lieu qui est plutôt urbain, hein, ou qui s'est passé, voilà, c'est un fameux qui, parce que ça peut être au-delà des témoins, des personnes qui avaient intérêt à nuire à la personne, ou à l'inverse, des personnes qui auraient tout fait pour les protéger, mais dans telle ou telle condition, ça n'a pas été le cas, à voir, en tout cas, toutes les hypothèses sont ouvertes. Donc tout l'environnement. Tous les qui, au final, tous les qui nous intéressent. Mais c'est très large, voilà. C'est pas que l'agresseur et la victime, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est qu'on élargit évidemment le cercle d'investigation à tout type de personnes, ou d'êtres vivants, en tout cas, qui pourraient nous intéresser. Voilà. Et c'est là où, bien sûr, la vidéosurveillance, la vidéoprotection est intéressante, parce qu'elle va nous resituer, à un moment donné, dans un lieu donné, eh bien, les personnes, les véhicules, voilà, tout ce qui est mobilité, ou présence, vraiment c'est mobilité, donc des personnes en présence. Ok? Ensuite, il y a quoi? Alors, le fameux quoi, c'est pas forcément quoi le crime. Hein, c'est-à-dire, bien sûr, il y a est-ce que c'est un homicide, est-ce que c'est un viol, est-ce qu'il y a un vol, est-ce que c'est une qualification juridique précise, le quoi. Mais parfois, on ne sait pas, justement. Pensez à une disparition. La disparition, par définition, c'est différentes hypothèses ouvertes qui ne sont pas encore tranchées tant qu'on n'a pas d'autres informations infirmant ou confirmant l'hypothèse. Donc ça peut être une fugue, ça peut être un enlèvement, effectivement, mais c'est un enlèvement d'un parent, hein, c'est pas forcément criminel au sens, en tout cas, d'un kidnappeur ayant des visées sexuelles ou homicides derrière, par exemple. La disparition aussi, c'est parfois un accident. Les personnes sont en train de se balader dans une forêt, et puis voilà, il y a un enfant qui se perd, et puis voilà, les parents en fait au départ disent regarde, j'ai laissé faire, j'ai essayé trop longtemps dans la voiture, j'ai essayé trop longtemps dans la forêt, je ne m'occupais pas de lui quelque part, je me sens fautif, donc je ne voulais surtout pas dire que c'est ma faute, et finalement l'enfant a juste disparu. Voilà. Bon, parfois c'est des trucs aussi bêtes que ça. Et puis dans les disparitions, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Quelqu'un qui décide de disparaître tout simplement. Oui. Parce qu'il avait... Bien sûr, il veut refaire sa vie. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr, quand vous avez 5 ans, vous voulez faire votre vie, il y a quelque chose qui pose problème. Mais quand vous avez 18, 20 ans et que voilà, on resitue la personne dans un contexte familial, par exemple, difficile, ou qu'il a subi un traumatisme dont il a du mal à s'en sortir, avéré par un psychologue ou un psychiatre qui confirmera, bon, on peut en tout cas envisager cette hypothèse. Voilà. Donc, la disparition, enfin, c'est, n'oublions jamais, des possibilités d'élimination, hein, d'élimination homicide, mais ça peut être aussi d'élimination turgage, d'élimination l'État qui va éliminer quelqu'un, élimination parce qu'il y a un témoin gênant. Donc il y a différents types effectivement d'élimination qui font que la personne sera perdue des écrans radars, mais aura sans doute un corps quelque part qu'on retrouvera. C'est pour ça que tout de suite, ça n'a jamais déclaré disparition inquiétante.
Parce que quand s'agit-il d'un adulte, il faut voir déjà que ce n'est pas de son Voilà. plein gré qui a décidé de... Tout à fait. Alors c'est là où on voit très très bien que le contexte est capital, de se dire si cette personne avait vraiment des raisons de disparaître par d'elle-même, ou était dans une logique connue de tous, des autres, qui pourrait être cohérente avec cette version. Voilà, il faut voir en tout cas. Et dès lors qu'on n'a pas en tout cas une personne à qui s'enquérir de ses motivations, on est forcément à avoir des informations rapportées, qu'elles soient matérielles ou personnelles, par exemple. Alors, bonjour, mon collègue. Nous avons le camp. Camp, c'est... Encore une fois, pas très évident. Le camp, on va le situer idéalement entre le démarrage du scénario où la personne a vécu une anormalité, en lien, bien entendu, avec le scénario criminel. Par exemple, la joggeuse part, on ne la voit plus. Dans ce moment où on ne la voit plus, on peut imaginer que le scénario criminel démarre à ce moment-là. Mais évidemment qu'on va souvent faire remonter ce scénario bien avant d'une circonstance inquiétante pour se dire, ben voilà, on est quand même dans une continuité de temps, des circonstances préalables à la disparition, imaginons, d'une joggeuse, et donc on fait remonter le scénario à quoi? Au moment, par exemple, où elle part de la maison. C'est à partir du moment... Voilà, pas au moment où elle disparaît, au moment où elle part de la maison. Donc souvent, on remonte quand même avant. Les créneaux horaires, Oui. ils ont... Souvent, on remonte avant, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec ça. Donc ça dépend des affaires, vraiment, on peut difficilement arrêter une position sur ce camp. Mais par contre, à partir du moment où le scénario démarre, on a fixé donc le moment où il démarrait, on doit évidemment le poursuivre tout le temps et avec toutes les composantes de ce que, jusqu'à ce qu'on ait donc un cadavre découvert, imaginons. Et en matière de disparition, vous imaginez que le camp, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à ce qu'on continue les recherches. Hein, finalement, il n'y a pas de limite particulière dans le camp dans ces cas-là. Pensez à l'affaire Grégory, vous imaginez le camp de l'affaire Grégory. C'est plus de 30 ans de procédure dans ces cas-là. Lorsqu'on a des crimes contre l'humanité dont on n'a pas encore retrouvé les auteurs malheureusement nazis ou autres, bah, le camp, voilà, il y a imprescriptibilité dans ces cas-là. Hein, ça peut durer des dizaines d'années, pourquoi pas un siècle. Hein, voilà. Donc, ce camp-là est très variable, mais il doit, j'insiste, vraiment démarrer au moment de l'infraction, hein, telle qu'elle est constatée, en tout cas qu'elle est présumée pour le moins avec des indices suffisamment graves et concordants pour pouvoir se dire qu'il y a quand même quelque chose d'anormal là-dedans, et ensuite ça peut durer des lustres. Il faut voir. Où je reconnais qu'il y a de nouveau une grande variabilité. D'abord, souvenez-vous, lorsqu'on faisait du profilage, il y avait les scènes de crime uniques et multiples. Donc, dans les scènes de crime multiples, il y a quoi? Lieu de rencontre, différent du lieu de l'agression, différent du lieu de homicide, différent du lieu éventuellement de séquestration, de torture, de mutilation, de dépôt du corps, de voilà. En fait, il peut y avoir différents lieux en fonction du niveau d'organisation. Voilà. Dès lors qu'il y a mobilité de l'agresseur, voiture, moto, camion, il se balade, il va de son lieu de domicile, imaginons, au lieu de rencontre, puis ensuite il va la violer, puis ensuite il va la tuer, puis ensuite il va mutiler son corps et puis il va lancer un crâne dans un chemin pédestre dans la forêt, des choses comme ça. Oui, nous t'attendons. A tout de suite. Et puis le où, c'est aussi très extensif parce que on peut avoir le où, le domicile de la personne. Ce qui va nous intéresser, c'est si par exemple elle a quitté son domicile, c'est savoir si il n'y a pas des traces et indices dans ce domicile. Quel type de personne était dans ce domicile? La personnalité est en reflet évident dans la manière d'aménager
les lieux du domicile de la victime, par exemple. Souvenez-vous de l'affaire du Grand Bornand, comme l'affaire Flactif, ou l'affaire récente, là, trop à Dec, c'est-à-dire le fait d'avoir quelqu'un qui... Ce sont des lieux où des familles ont été décimées à l'intérieur du domicile. Pourtant, on ne trouvera quasiment aucun indice à l'intérieur. Je dis quasiment aucun parce qu'on en trouvera finalement révélé dans le moustache, du sang, des choses comme ça. Mais c'est là, a priori, que le crime a commencé. Donc le lieu, même s'il n'apparaît pas au départ, le domicile, comme un élément majeur du crime, peut se révéler être en fait le point de départ du scénario criminel. Donc il faut vraiment toujours essayer de trouver des lieux, par exemple le lieu de véhicule, le lieu de domicile, le lieu de travail, le lieu de rencontre habituelle. Si par exemple on était dans l'affaire Estelle Mouzin, elle part de l'école et puis donc, elle est enlevée entre le chemin de l'école et son domicile. Donc là, tout ce qui est école jusqu'à son domicile devient un ou intéressant, hein, quoi qu'il arrive. Donc on voit bien que tout est ouvert, mais tout doit être effectivement exploré également. Comment ? Alors là, le comment, on est déjà dans la reconstitution du scénario criminel. C'est vrai que si on a un couteau planté en plein cœur et que le médecin légiste nous dit c'est la cause principale de la mort, bon, ben, on dit, on sait à peu près maintenant comment la personne est morte. Mais il y a d'autres comment. C'est comment elle a rencontré son criminel. Est-ce que c'est un guet-apens, un piège, une rencontre internet? Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'elle essaie de rentrer chez elle en ouvrant tout simplement la porte? Est-ce qu'il a défoncé cette porte? Est-ce qu'il a attiré dans un lieu isolé pour faire ce qu'il avait à faire? Le comment, évidemment, est très variable aussi dès le moment de la rencontre. Et en dit long sur la personnalité du criminel ou de sa stratégie, bien évidemment. Ok? Les modes opératoires qui sont utilisés. Les modes opératoires, donc de rencontre, les modes opératoires d'agression, les modes opératoires de séquestration. On en revient finalement aux scènes de crime unique, hein, sur les différentes étapes du comment. Et voir la victime, s'il y a un risque au risque, au moyen de risque aussi. Donc c'est comment surtout il parvient à ses fins. Hein, quand on dit comment, il faudrait rajouter, entre parenthèses, pour arriver à ses fins. Bon. Donc quelle fin? La fin de comment la rencontrer, comment l'agresser, comment la maîtriser ou pas, comment la tuer, comment la violer, comment... Tout de comment. Comment la faire disparaître. Hein. Là, actuellement, dans l'affaire Lelandais, vous avez cette... c'est rare. Une recherche effectivement de quelqu'un sur Internet dit comment faire disparaître un cadavre, hein, comment accélérer la décomposition du corps, etc. etc. Ça, c'est inquiétant. Oui. J'ose espérer qu'il n'y a personne autour de cette table